Et je passe la parole à notre modérateur. Oui. Simplement, pour vous donner des chiffres qui sont tout à fait récents, pour la chirurgie bariatrique, 5% des sleeves sont réalisés avec robot-assistance et pour les bypass, c'est 9%. Enfin, pour le reste de la chirurgie digestive, eh bien, c'est vraiment la chirurgie digestive est le parent pauvre de la robo-assistance, puisque, en gros, toute intervention confondue pour les interventions les plus fréquentes, côlon, rectum, rectopexie, eh bien, c'est de l'ordre de 10% d'intervention avec robo-assistance. Donc, je voulais vous donner ces chiffres avant la conclusion. Merci Jacques. Donc, avant de conclure, ou en forme de conclusion, Alain Valvert nous donner son point de vue sur la réalité et le futur de la chirurgie digestive robotique. C'est pas mon point de vue, enfin, c'est assez consensuel et ça va aller assez vite puisque finalement ça va résumer toutes les réflexions qu'on a pu entendre aujourd'hui. Donc si on doit résumer le présent, peu de recommandations pour la chirurgie robotique en digestif et 3 catégories. Une catégorie pour laquelle l'avenir est quand même à peu près la chirurgie colorectale et la chirurgie pariétale. Une catégorie intermédiaire où il faut encore confirmer, peut mieux faire, comme on voyait dans certains bulletins scolaires, la chirurgie bariatrique, la statique pelvienne, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est très intéressant, la chirurgie œsogastrique et la chirurgie hépatique. Et puis l'avenir plus incertain, ce serait peut-être la chirurgie pancréatique. Déjà en oscilloscopie, c'est quand même assez débattu, mais surtout la chirurgie de résection droite, la DPC. Donc, doit mieux faire. Alors, l'état des lieux, donc phase d'implantation, expérimentation, faible justification sur le BM, coûteuse. Alors ça, c'est vraiment les 2 arguments qui ressortent le plus. Donc du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut continuer parce que ça coûte cher et puis on n'a rien prouvé. Oui, bon, le BM, d'accord. Je ne vais pas faire de l'EBM bashing, attention. Hein, moi, j'ai été élevé à l'étude pragmatique de Schwartz, j'ai été élève de Jean Marillet, et déjà quand on était interne, il fallait tirer tout au sort. Alors, l'EBM, c'est les années 2000, c'est la rationalisation d'une spécialité éminemment artistique, qui est la médecine et la chirurgie. Donc, on essaye d'évaluer des traitements avec une science qui se base de manière rationnelle sur la statistique, à 80% on va dire, mais comme disait Claude Bernard, la statistique parfois est vraie en général, fausse en particulier, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux non scientifiques qui agissent et interagissent sur le BM, c'est la limite des statistiques, c'est les enjeux financiers, c'est les interdits légaux éthiques, et puis c'est les fraudes. En fait, un traitement, c'est quoi? C'est soit évaluer une drogue, comme l'a rappelé tout à l'heure Adeline Germain, c'est très facile puisque la drogue, elle est valable sur tous les coins de la Terre. Mais évaluer un acte technique, ben déjà, il y a un biais méthodologique parce que quel est cet acte technique? Est-ce qu'il a la même efficacité, efficience dans chaque ECPIC? Et puis, enfin, si on veut évaluer un traitement, il y a quand même 3 autres piliers qui sont importants, qui sont le patient. Le patient a son mot à dire pour un choix de traitement. Il y a tout le comité éthique qui est important. Vous avez la société. Il y a des choix de traitement qui se font en fonction de choix sociétaux, au sens politique, mais au sens pas politique de vie de la cité, mais au sens intégration d'un traitement, de débat de société. Et puis enfin, vous avez quand même le pouvoir. C'est-à-dire la HAS, vous avez l'ordre, la déontologie. C'est tout ça qui fait qu'on choisit un traitement. C'est pas uniquement le BM. Donc quand on dit que le procédé n'est pas validé parce que l'étude n'était pas bonne, typiquement l'étude Rollard pour le cancer du rectum, ben non, il faut réfléchir. D'ailleurs, de nombreuses recommandations ont été révisées. Je vous signale qu'actuellement, si vous parlez d'un McBurney à un interne, il vous regarde avec des yeux comme ça et vous demande même qui était McBurney. Or, moi-même, j'écrivais dans les années 2000, dans un article, que l'appendicectomie cystoscopie n'était pas recommandée pour une appendicite. Enfin, incroyable. Donc, ça veut dire que la science avance. Le cancer du rectum, on vient de montrer aussi que finalement, les résultats oncologiques ne sont pas validés pour la cystoscopie. C'est quand même incroyable. Bon. Mais restons calmes. La cystoscopie pourrait-elle se développer en 2021? Mais bien sûr, parce que elle n'attend que ça. Alors le coût, c'est un véritable, c'est le problème. Mais de quel coût parlons-nous? On l'a dit tout à l'heure, les coûts directs, les coûts indirects.
Il y a un travail par l'équipe de Rouennais, encore lui, à Montpellier, qui a montré, ce qu'a rappelé tout à l'heure Adeline Germain, c'est que avec un chirurgien bien formé en robot et en technique RAC, eh bien, on arrivait à des coûts finalement, mais globaux, moins importants. Pourquoi? Parce que le coût, c'est qui? La position du patient n'est pas celle de l'établissement de santé, n'est pas celle de la société. Et enfin, l'évolution économique est telle que, de toute façon, il y a un essor technologique énorme. Je vous invite à lire ou prendre connaissance de ces deux documents qui sont passionnants. Le premier, c'est Michel Foucault qui a une réflexion sur l'apport technologique dans la médecine. Ça date déjà de 1978 et c'est déjà une problématique. Et puis, il y en a un qui est vraiment bien, là, c'est le dernier. Il date déjà de 2014, mais il reste toujours d'actualité. Je l'ai relu récemment. C'est Confucius et les automates. C'est l'avenir de l'homme dans la civilisation des machines. De toute façon, la machine, on vit avec. Alors, regardez ce que c'est que dans le monde, l'essor technologique. En 2020, 8 milliards, ça représente le robot. 8 milliards. En 2026, on imagine que ça va atteindre 28 milliards, presque 30. Avec un taux de croissance, le Composite Associated Growth Rate, de plus de 20%. C'est absolument énorme. Et regardez comment ça se répartit dans le monde. En jaune, vous avez le marché principal qui est les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Europe. Et puis regardez en vert, l'Asie. Alors l'Asie est en train de nous tailler des croupières parce que eux, ils ont bien compris qu'il fallait développer ça. Mais en plus de ça, il fallait se rendre indépendant des pays qui maîtrisent la technologie. Donc, ils font tout pour rester indépendants. Et les plus grandes séries, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est les séries coréennes, c'est les séries chinoises. C'est pas l'Europe. Les moteurs de développement, pourquoi ça va se développer, la robotique? Ça va se développer parce qu'on développe la chirurgie mini-invasive. Et comme la cystoscopie, c'est difficile, et la robotique la rend plus facile. Ça va se développer parce qu'il y aura le problème de la gériatrie, de la traumatologie. Vous allez me dire que ça fait quoi là-dedans? Ben si. La traumatologie, c'est tous les exosquelettes. La gériatrie, c'est tous les problèmes d'assistance aux personnes. La pandémie Covid, c'est assez incroyable, mais ça a été un moteur pour développer encore plus la robotique. Pourquoi? Parce qu'il a fallu réfléchir avec l'intelligence artificielle sur les données épidémiologiques. On a mis des robots pour désinfecter les salles, pour aller plus vite qu'avec nos systèmes actuels. Et donc finalement, le robot chirurgical tel qu'on connaît, c'est le seul modèle qui existe, donc je peux le citer, c'est Intuitive. C'est donc le modèle XI, c'est ce qu'on appelle le blockbuster, avec un gros appareil, des gros bras, une console à part, bon, un gros engin. Il est très efficace. Mais on va probablement aller vers une miniaturisation de tout ça, avec des bras plus simples, plus maniables. On l'a vu d'ailleurs dans le questionnaire tout à l'heure. Et puis on va évoluer vers une assistance endoscopique. Ça existe déjà. Les coloscopies où on enfile 2 mètres de tube pour un coloscope, c'est avec d'ailleurs des perforations, ça va bientôt disparaître puisqu'on aura des coloscopies avec des systèmes plus flexibles, voire des petites capsules qu'on va mettre dans le côlon qui vont progresser et qui vont être pilotées pour aller sur la cible. C'est pas de la science-fiction. Mais la robotique, c'est aussi la co-manipulation, c'est l'assistance aux gestes, notamment pour les gestes très précis, les ophtalmos, la neurochirurgie. C'est aussi la robotique microscopique. C'est des robots qui font quelques microns, qui vont être introduits dans le corps humain pour des actions spécifiques. Et puis c'est enfin l'assistance GPS 3D que connaissent très bien les neurochirurgiens, les urologues pour les biopsies prostatiques ciblées, les orthopédisistes, les chirurgiens hépatiques, parce qu'enfin, on ne va pas étudier pendant 20 minutes l'IRM, puis aller sur le sujet. On aura en simultané la cible, l'IRM et le robot qui pourra agir dessus. Et qu'est-ce qui va faire que cette robotique va se développer? C'est déjà l'acte opératoire, on vient d'en parler. C'est l'aide au traitement médical, les nanorobots. Alors là, on se calme un peu parce qu'autant il y a 5 ans, on commençait à échafauder des projets terribles, mais là, on s'aperçoit quand même que on est allé un peu loin, mais c'est des projets en termes de traitement antibiotique et traitement cancérologique. Mais c'est surtout l'aide à la prise en charge du patient. On voit qu'actuellement, on a une pénurie en personnel paramédical. Entre autres, la robotique va permettre de pallier tous ces problèmes. C'est l'aide au service, la pharmacologie, l'aide au diagnostic, l'intelligence artificielle, l'enseignement, l'assistance. Ça, c'est vraiment passionnant. C'est absolument passionnant. D'ailleurs, Bernard Cron l'a souligné. Que vont devenir nos internes?
La robotique est un élément extraordinaire, non seulement d'enseignement pour les internes, mais aussi d'assistance à collègues. On parlait de centres dits experts. Eh bien, ça n'est pas du tout de la science-fiction que de penser que d'un centre à un autre, on peut aller donner un coup de main à un collègue qui est coincé sur un geste spécifique. Eh bien, il prend contact avec tel centre, qui reprend la main sur sa console. Et ça n'est pas du tout de la science-fiction, c'est du télémentoring. Et ça va être très intéressant pour la suite. Et puis enfin, c'est l'aide à la politique de santé, on en a parlé. C'est notamment toute l'intelligence artificielle pour avoir les stratégies en cas notamment de pandémie ou de données épidémiologiques. Voilà, je voulais vous remercier. En tout cas, je remercie tous les participants à ce travail. Merci Alain, tu as organisé une très belle séance et je ne vois rien à ajouter personnellement à ta très belle conclusion. Quelqu'un a-t-il une question? Oui, Philippe, oui. Pourquoi ne vas-tu pas jusqu'au terme ultime de ton raisonnement? D'ailleurs, je m'associe à toi, la science est extraordinaire. Le terme ultime de son raisonnement, c'est qu'il y a des logiciels qui font l'opération. On conduit actuellement une voiture. Quand tu vois le nombre de paramètres pour conduire une voiture de façon automatique, un rectum, c'est quoi? C'est un bout de tuyau qui est dans un espèce de truc osseux. Il y a un mur génito-urinaire en avant. Il y a 2-3 artères au-dessus et en dessous. Et puis, il y a 2-3 nerfs. Mais c'est rien par rapport à la conduite d'une voiture. Est-ce que les chirurgiens digestifs seraient d'accord pour accepter de programmer un système qui fasse l'opération du rectum sans l'intervention des chirurgiens? C'est le terme ultime de ce que tu nous as présenté. Mais je crois que tu poses la bonne question, parce que qui accepterait actuellement de monter dans un avion sans pilote? Or, c'est possible. Oui, mais pour la chirurgie, oui, mais non, parce que qu'est-ce qui est dangereux finalement? C'est le facteur humain. Ah ben. Le facteur humain peut sortir d'une situation épouvantable. Mais relisez, c'est pour ça. L'histoire de l'avion. Mais relisez Michel Foucault, c'est pourquoi je vous ai cité ce livre, il est passionnant. Dans l'avion sans pilote, on dit, c'est ce que disent tout l'aéronautique, l'ensemble des pilotes, et aussi bien dans l'armée, c'est dans le nouvel avion, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut mettre? C'est un pilote et un chien. Parce que le pilote donne à manger au chien et le chien empêche le pilote de toucher les commandes. Oui, mais moi, je monte bien dans le métro ligne 1, il est automatisé, j'ai pas d'angoisse. Hein. Alors, je suis ophtalmo, j'étais passionné par l'évolution de cette technologie en viscérale. Donc, nous, c'est une évolution que nous connaissons depuis un moment. Et en matière de coût, je voulais prendre la parole pour le problème du coût comparé à l'apport pour le patient, au service rendu. Et je pense que tout le problème du coût, c'est le problème de la comparaison avec le service rendu pour le patient. Et alors, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des courbes qui vont progresser. C'est-à-dire que le service rendu pour le patient va augmenter au fur et à mesure où la technologie va s'améliorer. Et il y aura inversement la courbe du coût qui va descendre, puisqu'il doit y avoir une multiplication, la concurrence et une diminution du prix des matériaux. Et cette courbe sera intéressante justement à voir, puisque je crois que toute la problématique pour faire acheter un matériel, c'est, comment dirais-je, argumenter sur le service rendu pour le patient par rapport au coût. Pour parler des robots qui opèrent tout seuls, il y a à peu près 25 ans, au Congrès américain d'urologie, ils ont montré un robot qui fonctionnait tout seul pour séquer la prostate. Et donc, on voyait. Le problème, c'est qu'il y a 20 ans, on n'avait pas d'imagerie qui permettait de définir le contour de la prostate, puisque la prostate, comme tous les organes, n'est pas toujours pareil. Maintenant, on arrive à avoir, et l'exemple que tu as donné sur les deux petites prostates, c'est assez extraordinaire en pratique quotidienne maintenant, c'est ce qu'on fait. La limite qu'on a encore actuellement, c'est que les petites artères encore, on les voit avec les systèmes Doppler, les petits nerfs, on a du mal à les voir. Et donc, c'est à partir du moment où l'imagerie
permettra, avec l'injection de produits ou de choses comme ça, à repérer les structures nobles qu'il faut préserver lors de la chirurgie, ça deviendra possible. Tant qu'on n'a pas encore ces possibilités, notamment sur le plan nerveux, on sera bloqué parce que on n'aura pas de système qui permettra de préserver les nerfs. Le problème de la robotisation complète, c'est ni les vaisseaux ni les organes, puisque maintenant, avec les systèmes d'IRM et de transfert souple, on arrive à le faire. Le problème, c'est toute la partie neurologique qu'on n'a pas. Mais quand on l'aura, c'est vrai que la question se posera là vraiment. Je crois qu'on peut clore cette très belle session. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup les intervenants.